Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de l'information. À la une de l'actualité, la mise en place d'un comité chargé de s'assurer du respect des mœurs dans l'audiovisuel par le ministère de la Culture. Les précisions à suivre dans cette édition. Autre actualité, la Banque mondiale a annoncé un appui financier de 100 millions à l'endroit du Togo, un fonds qui doit contribuer à l'extension du programme d'assistance aux couches vulnérables. À l'étranger, suite à la rébellion avortée du groupe Wagner contre Poutine, le président russe, dans la journée du samedi dernier, plusieurs interrogations liées à ce groupe privé sont sujet de débat. Vous le verrez. Puis en Sierra Leone, au lendemain des élections, des opposants politiques se sont vus dispersés par des gaz lacrymogènes à Freetown. Les détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur la 7 et nous sommes ensemble pour 24 minutes d'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mettant fin aux opérations de recensement, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'épurement et l'affichage dans les prochains jours des listes électorales provisoires. Au même moment, des voix ne cessent de s'élever pour la réouverture de l'opération dans la première zone. Suivez pour plus de précision cet élément de Promise Comegbe avec la voix de Félicité Chapla. Depuis la fin des opérations de recensement dans la première zone jusqu'à l'annonce récente par la CENI de la clôture définitive des opérations sur le plan national, des voix ne cessent de se lever pour la reprise de l'enrôlement des électeurs dans le Grand Lomé et la région maritime. Si selon la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à l'apurement du fichier devant déboucher sur l'affichage des listes électorales provisoires, plusieurs partis de l'opposition se préoccupent des manquements observés et appellent l'organe à se conformer au code électoral et reprendre les opérations dans la zone 1. L'Alliance nationale pour le changement demande la convocation d'une réunion du cadre permanent de concertation pour l'examen des questions liées au fichier électoral et à l'organisation des élections, et la DMP de son côté invite les partis d'opposition ayant demandé la reprise des recensements dans la zone 1 à une synergie d'action pour défendre efficacement le respect des lois de la République. La CENI va-t-elle prendre en compte ces multiples demandes et réclamations ? Peut-on espérer une prochaine réouverture du recensement dans la zone 1 où le processus va évoluer comme annoncé par la CENI avec l'apurement et l'affichage des listes provisoires? Des questions que plusieurs sans doute se posent et par rapport auxquelles les prochains jours nous situerons. La CEDEAO des peuples prônée par la communauté n'est pas ce qui se voit sur le terrain. Selon certaines organisations de la société civile, la gestion des conflits au sein de la communauté va plutôt dans l'avantage des dirigeants. Les précisions de Kofi Kligé. Les tensions politiques et sociales montent en Afrique de l'Ouest. Elles ont trait au coup d'État et aux volontés des chefs d'État de briguer une mandature supplémentaire. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'est pas impartiale dans la gestion des crises au sein de la communauté, selon certaines organisations. La CEDEAO des peuples reste encore un simple slogan, et il faudra, dans la gestion des crises, davantage mettre en avant les intérêts des populations, davantage mettre en avant les vrais facteurs de cohésion nationale, de démocratie, d'état de droit, et reléguer au second plan les intérêts des personnes dirigeantes. Face à cette incapacité de la CEDEAO à régler les conflits de façon impartiale, certains peuples décident de prendre le devant des contestations pour rétablir l'ordre par la force populaire. Je crois que les réactions des populations démontrent que, en tout cas pour ce qui est de la gestion des crises par la CEDEAO, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les populations réagissent généralement de façon très négative aux dispositions prises par la CEDEAO dans la gestion de ces crises, parce qu'on a souvent le sentiment malheureusement que la CEDEAO prend des décisions surtout en faveur des personnes dirigeantes et rarement pour le bénéfice des populations. La CEDEAO avait pour objectif de promouvoir la coopération et l'intégration en vue d'élever le niveau de vie des peuples, de renforcer les relations entre les États membres. Mais les clivages politiques, différents d'un État à un autre, rendent difficile l'atteinte de cet objectif.
Les autorités togolaises vont étendre l'un des projets d'assistance aux couches vulnérables sur l'ensemble du territoire. Une ambition rendue possible grâce à un soutien financier de la part de la Banque mondiale. Les détails. 100 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a annoncé mettre au profit du Togo pour l'extension de l'ASTRE, le programme d'assistance sociale transformative pour la résilience. Le projet vise à améliorer la résilience des personnes les plus défavorisées et à rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté avec une priorité donnée aux femmes. Dans les détails, le projet ambitionne d'étendre les transferts monétaires à 100% des populations estimées extrêmement pauvres, soit 1,8 million de personnes. Aussi, 250 000 ménages vulnérables seront soutenus pendant divers moments de crise. Pour arriver à toucher les cibles escomptées, l'initiative prévoit également créer un système d'information sociale interopérable. Le dispositif va servir à identifier les bénéficiaires avec précision et à suivre leur situation en plus de la campagne d'enrôlement des ménages pauvres et vulnérables dans un registre social évolutif. À terme, le programme d'assistance sociale transformative pour la résilience ambitionne d'ici 2029 sortir 1,24 million de personnes de la pauvreté et renforcer l'inclusion financière numérique des femmes. Les efforts actuels ne sauront être suffisants pour atteindre l'objectif de développement durable 7. C'est ce que stipule le rapport The Energy Progress Report 2023. Il faudra faire un peu plus si l'on veut réellement, d'ici 2023, garantir l'accès universel à l'électricité. Les précisions dans ce reportage. Selon le rapport des Energy Progress Report publié récemment et dont les données datent de 2021, les efforts actuels sont insuffisants pour atteindre le 7e objectif de développement durable, celui visant l'accès à tous à des services énergétiques durables et modernes à coût abordable. Le Togo, avec une couverture de 56% selon le rapport, occupe la 25e position. Une couverture qui est passée à 59% aujourd'hui, résultat des multiples projets initiés dans la perspective d'atteindre une couverture universelle en électricité à l'horizon 2030. Mettant l'accent sur le développement des énergies renouvelables dont la part devrait atteindre 50% sur la période, le pays s'est lancé dans la construction d'infrastructures énergétiques en vue de réduire les coupures et ensuite consolider les acquis afin d'offrir un terreau propice à l'industrialisation. Avec d'énormes disparités entre les régions, le continent africain reste celui le moins électrifié. L'Afrique du Nord se révèle la région de l'Afrique la plus électrifiée. Le Maroc, les Seychelles et l'île Maurice s'avèrent les seuls pays africains avec un taux d'électrification de 100%. Plusieurs efforts restent encore à faire pour l'atteinte de l'ODD 7, surtout en Afrique subsaharienne où les chiffres n'ont pas vraiment évolué depuis 2010. Culture à présent. Après son communiqué mettant en garde les artistes sur leur production, le ministère de la Culture met en place un comité chargé de s'assurer du respect des mœurs dans l'audiovisuel au Togo. Plus de précisions dans cet élément d'Arolda Massawato. Suite à son communiqué mettant en garde les artistes sur l'obscénité de leur production, Kossil Amadokou, le ministre en charge de la culture, met en place un comité de surveillance et de censure des spectacles, œuvres musicales, cinématographiques et audiovisuelles. Composé de 9 membres, ce comité placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du Tourisme a pour mission d'évaluer la conformité aux bonnes mœurs et à l'ordre public des spectacles et œuvres diffusées. Ce contrôle peut s'effectuer directement sur les personnes qui produisent des dites œuvres, sur tous les moyens de reproduction phonographique ou sur tout support permettant l'enregistrement, la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel dans tous les lieux ouverts au public. Le comité devant donner une décision motivée, elle peut, selon le ministre, faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'accomplissement de sa mission. La décision, majoritairement saluée, soulève cependant des critiques. Selon Nathaniel Olympio, président national du Parti des travailleurs, ce comité est une façon d'étouffer les artistes. Eric MC, quant à lui, estime que les autorités ont favorisé la situation actuelle. En attendant les premiers résultats de ce comité, nous sommes en droit de nous questionner sur les critères de ce dernier, ainsi que sur la gestion des œuvres d'origine étrangère, qui sont de plus en plus consommées par les Togolais et qui influencent les productions audiovisuelles du pays.
Hors de nos frontières, dans l'actualité internationale, au lendemain des élections en Sierra Leone, des opposants politiques se sont vus dispersés par des gaz lacrymogènes à Freetown. C'est ce qu'a annoncé la police dans la soirée d'hier. Le siège de l'APC, le parti de Samura Kamara, le principal opposant de Julius Maada Bio, aurait été la cible de plusieurs balles. Regardez. Le décompte des voix se poursuit en Sierra Leone après les élections générales de samedi. Pour le président de la commission électorale, le scrutin du 24 juin est l'un des meilleurs que le pays ait connu. Si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures journées électorales en Sierra Leone. Et c'est la promesse que j'ai faite lorsque j'ai pris mes fonctions. Je voulais superviser une élection où nos enfants iront à l'école et les gens vaqueront à leurs occupations normalement. Si les élections générales se sont globalement déroulées dans le calme, des interventions ont eu lieu dimanche soir à Freetown. Les partisans de l'APC, le parti de Samura Kamara, principal adversaire du président sortant, ont défilé dans la capitale, affirmant avoir remporté les élections. Pour les disperser, les forces de l'ordre ont annoncé dans un communiqué avoir utilisé des bombes lacrymogènes. Lorsque vous gagnez honnêtement les élections, vous avez la confiance nécessaire pour servir votre peuple correctement. Il ne faut pas être un parlementaire ou un président malhonnête. Il faut être le président du peuple. Laissez la volonté du peuple faire de vous le président. Il faudra récolter 55% des voix pour remporter la victoire au premier tour, autrement un second sera organisé dans les 2 semaines. En plus de leur président, les Sierra-Léonais ont également voté samedi pour élire leur parlement et les conseils locaux. Aucun chiffre concernant la participation n'a encore été avancé. Et pendant ce temps, une partie du delta du Niger est actuellement en proie à une pollution environnementale causée par un nouveau déversement de pétrole dans une installation Shell dans le Nigeria. Plusieurs organisations sont montées au créneau. Les précisions. Un nouveau déversement de pétrole dans une installation Shell au Nigeria a contaminé des terres agricoles et une rivière, bouleversant les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce déversement est l'un des pires des dernières années dans la région d'Elmé, dans l'Ogoniland, selon l'écologiste Fineface Dungname. Plus de 300 pêcheurs sont touchés par ce déversement massif. Shell a reconnu sa responsabilité d'après mes informations et actuellement, de ce que j'ai entendu dire, ils ont fermé le point de déversement. Mais son impact ne peut pas disparaître durant l'année qui suit, car il est énorme. Selon le programme environnemental des Nations Unies, les déversements sont fréquents dans la région en raison du vandalisme et du vol, mais également par manque d'entretien des pipelines. En comparant ce type de déversement avec ce que nous avons eu à Ogoni auparavant, je pense que nous avons eu un déversement de la même ampleur il y a environ 15 ou 16 ans. C'était au milieu des années 2000 dans la région de Bodor. Cela a entraîné le paiement d'une indemnisation massive par Shell. La compagnie Shell, basée à Londres, a déclaré qu'elle travaillait avec une équipe d'enquête conjointe composée de régulateurs, d'habitants d'Ogoniland et d'autorités locales, afin d'identifier la cause et l'impact du déversement. Les affrontements entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires s'intensifient principalement à Khartoum, la capitale soudanaise. Après une nouvelle trêve globalement observée, le quotidien des habitants se complique davantage. Des frappes aériennes ont secoué Khartoum, la capitale soudanaise et l'ouest du pays, après la fin du cessez-le-feu de 3 jours décrété mercredi dernier. Au moins 12 civils ont été tués dimanche dans ces bombardements, alors que l'armée et les paramilitaires s'affrontent désormais dans une nouvelle ville du Darfour. Je pense que les affrontements devraient se poursuivre sans trêve pour raccourcir la guerre. En poursuivant la guerre sans cesser le feu, l'un des belligérants détruira l'autre. Les gens ont quitté leur maison et j'espère qu'ils pourront revenir chez eux.
Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Fatah al-Burhan et les paramilitaires du FCR, dirigés par le général Hamdan Daglo, a fait plus de 2800 morts, selon l'ONG ACLED. L'un des bilans les plus lourds est sans doute celui d'El Geneina, le chef-lieu du Darfour Ouest, où l'ONU décompte au moins 1000 morts. Autre actualité, suite à la rébellion avortée du groupe Wagner contre Poutine, le président russe. Dans la journée du samedi dernier, plusieurs interrogations liées à ce groupe privé sont sujet de débat. Au rang de celle-ci figure la question de l'avenir des mercenaires russes sur l'ensemble du continent. Des explications dans le reportage qui suit. Après la tentative de rébellion du fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, contre le pouvoir en Russie, la question de l'avenir du groupe paramilitaire et notamment de la présence de ses troupes déployées dans plusieurs pays d'Afrique se pose, même si la fronde a été avortée et que la Russie a finalement abandonné les poursuites contre Wagner et leur chef. Cet épisode met toutefois en lumière une lutte de pouvoir en Russie et laisse l'État fragilisé. Une situation qui peut rendre perplexes les États africains qui ont fait confiance au groupe paramilitaire russe. Le fondateur de Wagner n'a pas hésité à mentionner le continent lors de l'une de ses prises de parole samedi 24 juin. Après son intervention en Syrie à partir de 2015, le groupe a concentré une partie de son activité sur le continent africain, avec des percées au Soudan, en République centrafricaine et en Libye dès 2017-2018, ainsi qu'au Mali et au Mozambique. Le groupe agit sur le plan de la sécurité, l'exploitation et l'exfiltration des ressources naturelles et les manœuvres informationnelles. Toutefois, selon les dires de Prigojine, l'Afrique aurait potentiellement été au cœur des tensions entre Wagner et son commandement russe. Le groupe réclamait plus d'argent et de matériel au ministère de la Défense russe pour pouvoir aider sur place, ce que le ministère aurait refusé de donner. L'influence russe en Afrique ne devrait cependant pas être affectée par cette rébellion avortée, les gains politiques, économiques et diplomatiques obtenus ces dernières années par cette présence sur le continent africain étant trop importants pour Moscou. La question est de savoir si Prigojine sera maintenu à la tête de Wagner, si le groupe passera sous le giron du ministère de la Défense russe ou si d'autres groupes militaires russes privés prendront le relais des activités sur le continent africain. Aux côtés des troupes russes depuis le début de la guerre en Ukraine, le groupe Wagner a voulu se retourner contre Moscou le samedi dernier. Alors que cette crise historique semble fragiliser la Russie, les mercenaires ont toutefois décidé de reculer afin d'éviter le bain de sang. Des mercenaires acclamés par la foule qui parade en ville. Scène de liesse hier soir à Rostov en Russie, là où a démarré la rébellion de la milice Wagner. Des soldats qui prennent la pause et leur chef, Evgeny Prigojine, salué comme un héros. Il quitte la ville avec ses hommes. Ces derniers retournent sur le front ukrainien. Bonne santé mes frères, bon courage. Après ce message enregistré par Evgeny Prigojine hier soir. Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe, d'un côté ou de l'autre. Nous retournons dans nos camps en Ukraine. Une annonce après un accord entre Evgeny Prigojine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Wagner se retire et leur chef accepte de rejoindre la Biélorussie en échange d'une immunité pour lui et ses hommes. Ils ont voulu renverser le commandement militaire russe. Après la liesse, le calme est revenu ce matin à Rostov. La milice Wagner laisse derrière elle des habitants stupéfaits, parfois angoissés, avec le sentiment d'avoir vécu un instant hors du temps. Bien sûr, j'ai été très bouleversée et j'ai passé toute la journée à la maison. Grâce à Dieu, tout s'est bien terminé avec peu de dégâts. Je pense que les hommes de Wagner ont fait du bon boulot. Notre pays a de graves problèmes et ils doivent être résolus. Ceux qui ne peuvent plus tolérer cette situation choisissent parfois des solutions radicales. Et c'est ce qu'a fait Prigojine. Pendant 24 heures, le pouvoir a tremblé face à la menace Wagner. Moscou s'était barricadé, avant-poste de combat et des camions réquisitionnés pour faire des barrages. Les routes, qui avaient été creusées, découpées à la pelleteuse, ont été réparées aujourd'hui. L'espace d'une journée, la Russie s'est transformée en colosse aux pieds d'argile.
Alors que les dernières troupes de Wagner quittent le pays, la réaction de Vladimir Poutine à cette rébellion avortée se fait attendre. Hier encore, il qualifiait ses mercenaires et leur chef Evgeny Prigojine de traîtres à la nation. Dans le chapitre sport, la sélection locale du Togo est depuis hier et ce jusqu'au 2 juillet en regroupement. Ceci en prélude aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Ce regroupement sera marqué par 2 matchs amicaux. Le point de Bernard Quinvy. Quelques jours après l'élimination des éperviers du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, la version locale de l'équipe nationale se lance elle aussi dans les préparatifs pour la qualification au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Les éperviers A', dirigés par Jonas Kokou-Komlan avec 30 joueurs locaux, sont en regroupement depuis ce dimanche pour un stage d'une semaine, c'est-à-dire du 25 juin au 2 juillet. Selon la Fédération togolaise de football FTF, ce stage des éperviers locaux sera marqué par 2 matchs d'entraînement pour permettre aux joueurs de se préparer au mieux et permettre au staff technique de retenir ceux qui pourront participer à la prochaine campagne. Notons que les adversaires de la sélection locale du Togo ne sont pas encore dévoilés. Fin de ce tour de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur la télé plus proche.